Il était une fois un vieux fermier qui possédait la meilleure ferme de la région. Tout le monde s'accordait à dire que le fruit de ses récoltes était des plus savoureux, sans égal, et l'on venait des quatre coins du pays pour lui acheter les meilleurs produits du marché. Quand on questionnait le paysan pour connaître le secret de sa qualité, l'homme répondait simplement que tout le mérite revenait, tout simplement, à son épouvantail. C'est à lui que je dois tout. Il est la garantie qu'aucun corbeau ou toute autre bestiole ravageuse de récolte ne s'approche de mes champs. Le vieil homme l'avait confectionné avec beaucoup d'attention de ses propres mains, et le résultat en était bluffant. L'épouvantail offrait une vision redoutable, qui effrayait même les humains. Le paysan avait passé des mois à le perfectionner, attentif aux moindres détails afin de le rendre le plus effrayant possible, sachant pertinemment que cela ferait fuir les nuisibles de ses champs. Il affubla donc le mannequin de bras en paille démesurés, de près de 2 mètres de long chacun, et de longues et interminables jambes. Une fois assemblé, le corps de l'épouvantail rivalisait avec la taille d'un arbre. Mais l'élément le plus effrayant était sa tête. L'agriculteur avait sélectionné la plus grosse et la plus belle de ces citrouilles qu'il creusa et sculpta lui-même. Il ne comptait plus le nombre de jours et de nuits pendant lesquels il avait œuvré à rendre son travail aussi détaillé que possible avant d'atteindre la perfection. Le résultat final était si hideux et repoussant que le paysan lui-même prenait peur en contemplant la tête de l'épouvantail. Son but principal était atteint. Aucun oiseau n'osait s'aventurer aux abords de ses champs. La ferme voisine, de celle de notre paysan, était tenue par 2 frères, John et Harry, 2 gaillards paresseux, qui ne se levaient pas le petit doigt de toute la journée, si bien que leur exploitation menaçait de faire faillite. John et Harry jalousaient ardemment le vieux fermier et lui enviaient tout son succès. Ils commencèrent à comploter contre lui. Ils prévoyaient de le ruiner et de pouvoir ainsi s'approprier ses terres et s'assurer de meilleurs revenus. Quelques jours s'écoulèrent avant que les 2 frères n'entreprirent de s'introduire en douce sur les terres de leurs voisins. Ils lui volèrent son précieux épouvantail qu'ils ramenèrent chez eux, prenant soin de le cacher dans un vieux réduit, là où personne ne pourrait le voir ou penser à venir le chercher. Le lendemain, alors que le vieux fermier se préparait à une dure journée de labeur, il constata avec effroi que son épouvantail manquait à l'appel et que ses champs, la veille encore si prolifiques, avaient été saccagés par les rongeurs et les oiseaux. Le vieil homme tomba à genoux en pleurs, sachant que sa récolte était ruinée et que son exploitation allait inévitablement très vite courir à sa faillite. Au même moment, assis à l'ombre de leur terrasse, les 2 frères n'essayaient même plus de retenir les éclats de rire en regardant leurs voisins verser des larmes de chagrin. Les entendant glousser au loin, le vieux fermier vint à leur rencontre et leur demanda ce qu'il était advenu de son épouvantail. Les 2 frères regardèrent le vieil homme droit dans les yeux, lui affirmant qu'il n'en avait pas la moindre idée. John lui rit ouvertement au nez en lui lançant « Ah, on dirait que la roue vient de tourner, hein, vieillard !»« Ça craint pour toi !» renchérit Harry en pouffant de plus belle. Le vieil homme s'en retourna chez lui, sans un mot, la tête basse et le dos courbé par le poids de la défaite et de la résignation. La nuit même, John et Harry peinèrent à trouver le sommeil. Ce n'était pas le remords qui les empêchait de fermer l'œil, mais ils n'arrivaient pas à effacer l'image de l'horrible tête de l'épouvantail dans leurs esprits. Après discussion, ils conclurent qu'ils ne parviendraient pas à s'endormir tant que la tête sculptée de la citrouille se trouvait dans leur maison. Les 2 frères se levèrent donc et se dirigèrent vers le vieux réduit. Harry se munit de la batte et d'un violent coup sec réduisit la citrouille en 1000 morceaux. Les 2 frères balayèrent ensuite les restes de légumes qui jonchaient le sol et les jetèrent aux ordures. Ils retournèrent ensuite se coucher, gagnés par la fatigue et débarrassés de l'image de l'épouvantail, qui plutôt tournait en boucle dans leur tête. Minuit vient de sonner, quand la fratrie est réveillée en sursaut par un bruit inquiétant. C'est comme si quelque chose grattait derrière la porte de leur chambre. « T'as oublié de sortir le chien ?» s'exclama John d'une voix endormie. Nous n'avons pas de chien ?» bégaya Harry en guise de réponse. «
Soudain, la porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une silhouette se tenait à l'entrée de la chambre, de laquelle seul un bras de paille se balançait régulièrement de droite à gauche, comme un pendule. Puis un deuxième bras apparut, accompagné de 2 jambes longues, fines et minces. Les 2 frères étaient pétrifiés de terreur, uniquement capables de regarder le corps sans tête de l'épouvantail marcher de façon hésitante, ces 2 interminables bras brassant l'air inlassablement à leur recherche. Harry sentit un bras de paille glacé comme la mort le saisir par une cheville. Il poussa un hurlement, suppliant son frère de lui venir en aide. Mais ce dernier avait déjà bondi hors de la chambre, prenant ses jambes à son cou, dévalant les marches de l'escalier 4 à 4, heurtant la porte d'entrée de la ferme et fuyant sur la route éclairée par la lueur de la pleine lune. John courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient, haletant comme un chien enragé entre 2 cris de terreur. En passant devant sa ferme, il aperçut le vieux fermier debout sur le perron. Au clair de lune, John put voir le vieil homme le regarder courir fixement, un étrange sourire aux lèvres. Il continua de courir, ses pieds nus ensanglantés, écorchés par sa fuite sur la route de campagne rugueuse. Il jeta un coup d'œil furtif par-dessus son épaule et manqua de s'étrangler d'horreur devant ce qu'il venait de voir. L'épouvantail était sur ses talons et se rapprochait de lui un peu plus à chaque enjambée. Il aurait tôt fait de le rattraper et d'être à sa hauteur. John eut le temps de remarquer un détail sinistre. L'épouvantail avait une nouvelle tête. Une toute nouvelle tête qui ressemblait étrangement, qui ressemblait à s'y méprendre à celle d'Harry. Prenez garde, d'à qui vous cherchez des noises, on ne sait jamais. Je vais maintenant vous conter une histoire du même acabit. Les 2 frères là étaient jaloux. C'est un grand défaut. Faites attention à vos défauts. La curiosité en est un autre. Voici une histoire qui va vous prouver que la curiosité est un vilain défaut et qu'il faut mieux rester loin, très loin, de ce qui peut vous sembler dangereux. Quand j'étais un jeune garçon, il y avait un vieil immeuble en ruine, au bout de la rue où je vivais. Vous aviez sans doute vous aussi dans vos villes ce genre de bâtiments, vous savez, de grands bâtiments industriels à l'abandon. Tous les enfants du quartier se gardaient bien de jouer près de cet immeuble, car tout le monde connaissait la rumeur qui entourait ce lieu. La bâtisse était hantée. Les murs de béton du vieux bâtiment à 2 étages étaient tout craquelés et tombés en ruine. Les fenêtres étaient depuis longtemps brisées et les débris de verre jonchaient le sol à l'intérieur. Un soir, afin de tester notre courage et faire la preuve de notre bravoure, mon meilleur ami, Nathan, et moi décidâmes d'explorer l'effrayante demeure. Nous nous y introduisîmes par une fenêtre béante à l'arrière de l'immeuble. L'endroit était repoussant de saleté. Une couche de boue recouvrait le sol, et l'on devinait çà et là les vestiges d'un parquet en bois. Occupés à nous épousseter, nous nous jetions un coup d'œil à la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Soudain, notre regard se figea sur le mur face à nous, où quelqu'un avait écrit en lettres capitales, près du plafond, « Je suis mort ». Sans doute une blague d'une bande d'ados. Pour effrayer les plus jeunes, je me dis. Oui, sans doute, répondit mon ami Nathan. Je n'arrivais pas à défaire mes yeux de cette inscription. Puis, nous reprîmes notre exploration des différentes pièces du rez-de-chaussée. Dans une pièce qui devait autrefois tenir lieu de cuisine, nous découvrirons une nouvelle inscription sur un mur. Je suis dans une des chambres, à l'étage. Après grande hésitation, nous nous engageâmes dans l'escalier, dont les marches en bois crissaient sinistrement sous chacun de nos pas. Je menais la marche. Nathan était sur mes talons. Je n'étais pas effrayé, mais je commençais tout de même à me sentir un peu nerveux.
Arrivé en haut des marches, nous bifurquâmes à gauche et longeâmes avec précaution un étroit couloir. Arrivés au bout, nous faisions face à une porte, close, surmontée d'un nouveau message. Vous me trouverez dans cette chambre. Derrière moi, je pouvais sentir Nathan trembler de tout son corps. De mon côté, j'avais vraiment peur maintenant. Mais hors de question de le montrer à mon ami. Il me dit qu'il n'irait pas plus loin, mais j'ai insisté pour continuer. Je le rassurais comme je pouvais en lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Je tournai la poignée de la porte, qui s'ouvrit dans un grincement lugubre. Et nous entrâmes dans une pièce totalement vide. Il n'y avait que 2 portes de chaque côté de la chambre, et en face de nous, une nouvelle prédiction sur le mur. Ma tête est à gauche, et mon corps est à droite. Cette fois, les nerfs de Nathan cédèrent. Il glapit tel un chien apeuré et se retourna pour prendre la fuite. J'essayai de le retenir par le bras, mais il se dégagea avec violence et disparut par la porte que nous avions franchie quelques instants plus tôt. Je n'entendis bientôt plus que le bruit de ses pas qui se perdaient dans le couloir. Ma tête est à gauche, mon corps est à droite. Plus déterminé que jamais à surmonter ma peur et à prouver ma valeur, je rassemblai tout mon courage. J'ouvre la porte de droite. Ma tête est à gauche, mon corps est à droite. Je me glisse dans la nouvelle chambre. Je traverse la pièce de toute sa longueur et arrivé devant le mur du fond, une autre inscription. En toutes petites lettres cette fois. Mon corps est en dessous. Je baisse mon regard sur le sol et je lis sous mes pieds. Ma tête arrive depuis l'autre chambre. Retourne-toi. J'entends la porte opposée s'ouvrir brusquement et y vois une ombre passer furtivement. Soudain, quelque chose roule jusque dans la pièce et vint s'arrêter contre le mur. Je reconnais la tête tranchée de Nathan. Son regard vide semble me contempler par-delà la mort. Dans un hurlement d'horreur, je me précipite vers la fenêtre de la chambre et saute sans hésiter, faisant ainsi une chute dans le vide de 2 étages. Je retombe sur le côté, me fracturant le bras par la même occasion. Dans une douleur insoutenable, je cours péniblement en direction de chez moi, pleurant toutes les larmes de mon corps et appelant mes parents, tel un supplicié. La police arrive et les officiers fouillent les ruines de la vieille demeure. Dans un premier temps, ils ne trouvent rien. Même les messages sur les murs ont disparu. Ils passèrent toute la bâtisse au peigne fin, du sol au plafond, mais trouvèrent aucune trace de Nathan. Grâce à un chien policier, ils finirent par arracher le plancher. Le corps de mon ami Nathan se trouvait là, en dessous. Sa tête, elle, ne fut jamais retrouvée. Et nous nous retrouvons donc pour, comme je vous l'ai annoncé, la dernière histoire de notre soirée. Et cette histoire s'appelle Jack qui rit. C'était un beau jour d'été. Mon fils de 5 ans, James, jouait dehors derrière notre maison de banlieue. James a toujours été un garçon très calme. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis, mais il avait une grande imagination. J'étais dans la cuisine en train de nourrir notre chien, Fido, quand j'ai cru entendre James parler à quelqu'un derrière la maison. Je ne savais pas à qui il pouvait parler. S'était-il finalement fait un ami ? Vous savez, être un père célibataire est une chose difficile pour moi, surtout quand il s'agit de garder un œil sur mon fils. Aussi, je me rends dehors pour voir un petit peu ce qu'il est en train de faire. Quand j'arrive dans l'arrière-cour, je suis un peu confus. James était seul. Se parlait-il à lui-même ? J'étais pourtant sûr d'avoir entendu une autre voix. « James ! Il est temps de rentrer !» lui ai-je crié. Il rentre immédiatement à l'intérieur et s'assoit à la table de la cuisine. Il était environ midi. Je me décide de lui faire un sandwich à la dinde. « James, dis-moi, tu parlais à qui tout à l'heure ?» Je lui demande un petit peu inquiet.
James lève les yeux pendant un moment et puis il me dit en souriant « Je jouais avec mon nouvel ami ». Je lui sers un peu de lait et je continue à le questionner, comme tout bon père. En plus, un nouvel ami, c'est génial pour lui. « Ah, tu t'es fait un nouvel ami ? Dis-moi, comment il s'appelle ? Il pouvait pas rester pour manger ?» James me regarde un moment avant de répondre. Il m'a dit qu'il s'appelait le Jack qui rit. J'étais un peu étonné. C'est un nom plutôt étrange. Jack qui rit. Pourquoi ? Enfin, Jack aurait suffi. Pourquoi Jack qui rit ? Je n'ai pas compris. Alors je lui demande... C'est plutôt étrange comme nom. À quoi il ressemble ton ami ? Je lui demande un peu confus. C'est un clown. Il a des cheveux longs, un nez pointu, il a des longs bras, un pantalon, avec des chaussettes rayées. Mais surtout, il sourit toujours. Je réalise alors que mon fils parle d'un ami imaginaire. Je suppose que c'est normal que les enfants de son âge aient des amis imaginaires. Surtout quand ils n'en ont pas de réels. C'est probablement juste une phase. Le reste de la journée se passe comme d'habitude, et il commence à se faire tard quand je me décide enfin à mettre mon petit James au lit. Je le pose là, je lui donne un baiser, et puis j'allume sa veilleuse avant de fermer la porte. J'étais assez fatigué pour ma part, et je me décide à aller au lit quand, peu de temps après, je fais un horrible cauchemar. Il faisait sombre. J'étais dans un sorte de parc d'attractions délabré. J'avais peur, je courais à travers un champ infini de tentes vides. Manèges cassés, arcades abandonnées. L'endroit était vraiment horrible à regarder. Tout était noir et blanc, des animaux en peluche, tous suspendus à des nœuds dans les huttes de jeu, tous avec des sourires malades, cousus sur leur visage. C'était comme si l'ensemble du parc me regardait, comme s'il n'y avait rien d'autre de vivant en vue. Puis soudain, j'ai commencé à entendre jouer de la musique. À travers le parc, Pop Goes the Weasel. C'était hypnotisant. J'ai suivi le son jusqu'à la tente de cirque, presque en transe, incapable d'arrêter mes jambes. Il faisait nuit noire. La seule lumière provenait d'un unique spot lumineux sur le centre du chapiteau. Alors que je marchais vers la lumière, la musique ralentit. Et s'arrête juste à son apogée. Et soudain, les lumières s'allument. L'intensité des lumières était presque aveuglante. Tout ce que je pouvais voir, c'était une petite silhouette sombre en face de moi. Puis une autre est apparue. Et une autre, puis une autre. Il y avait des dizaines d'entre eux. Et tous marchaient vers moi. Je ne pouvais bouger. Mes jambes étaient gelées. Tout ce que je pouvais faire était de regarder les obsédantes silhouettes qui s'approchaient. Comme elles se rapprochaient, je pus voir que... C'étaient des enfants ? Ils étaient tous horriblement défigurés et mutilés. Certains avaient des coupures sur tout le corps, d'autres étaient gravement brûlés, et d'autres n'avaient plus de membres, mais même plus d'yeux. Les enfants m'ont entouré, griffant ma chair, me traînant sur le sol, me déchirant de l'intérieur. Comme les enfants me griffaient, je m'évanouis sous leur rire horrible, diabolique et monstrueux. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une sueur froide. Après quelques respirations atlantes, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelques-unes des figurines de James, positionnées en face de moi sur ma table de chevet. J'ai soupiré. James s'était probablement réveillé plus tôt et les avait déposés ici. J'ai ramassé les jouets et je me suis dirigé vers la chambre de James pour voir s'il était réveillé. Mais quand j'ai ouvert la porte, il dormait encore. J'ai juste haussé les épaules et placé les jouets de nouveau dans son coffre. Et me dirigé vers le salon pour déjeuner. Un peu plus tard, James s'est réveillé à son tour. Et je lui ai fait son petit déjeuner. Il était calme et semblait un petit peu mollasson. Peut-être qu'il n'avait pas bien dormi lui non plus. Je décide de lui poser des questions sur ses jouets. « Écoute James,
C'est toi qui as mis les jouets dans ma chambre ce matin ?» Ses yeux étaient tournés vers moi pendant un moment, puis il se retourne vers son bol de céréales. « C'est Jack Kirry qui a fait ça. » Je levai les yeux et répondais. « Eh bien, demande à Jack Kirry, là, de laisser les jouets dans ta chambre. » James hoche la tête et termine son petit déjeuner avant d'aller jouer dans l'arrière-cour, comme le jour précédent. Je suis allé me détendre dans le salon et j'ai dû m'assoupir, car je me suis réveillé quelques heures plus tard. Merde! Je devais surveiller James! Je me suis inquiété, 2 heures étaient passées et voilà que j'avais oublié ma résolution de le surveiller. Je sors dans la cour et James n'est plus là. Je me mets à l'appeler. James! James! Où es-tu, James? C'est alors que j'entends un rire provenant de la cour avant. Je me précipite à travers la porte à l'avant. James était assis là, sur le trottoir. Je pousse un soupir de soulagement et je me dirige vers lui. « James! Combien de fois je t'ai dit de rester dans l'arrière? James? James? Qu'est-ce que tu manges ?» James me regarde puis fouille dans sa poche et en sort une main pleine de bonbons de toutes les couleurs. Ça m'a rendu très nerveux. « James! Qui t'a donné ces bonbons ?» Il ne répondit pas. « James! Dis-moi où tu as trouvé ces bonbons !» James baisse la tête et dit... C'est Jack Kirry qui me les a donnés. Mon cœur se serre. Je m'agenouille pour le regarder dans les yeux. James, écoute, j'en ai assez de ce fichu Jack Kirry. Il n'existe pas. Maintenant c'est grave, James. J'ai besoin de savoir qui t'a donné ces bonbons. Je pouvais voir les yeux de mon fils en larmes. Mais papa, c'est Jack Kirry qui m'a donné ces bonbons. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. James ne m'avait jamais menti. Je lui fis cracher les bonbons et je jetai le reste. Peut-être avais-je eu une réaction un peu excessive après tout. Il aurait pu les avoir de la part de Tom ou de Linda qui habitent juste à côté, ou de Monsieur Walker dans la rue. Il va falloir que je garde un œil plus attentif sur James. Cette nuit-là, comme d'habitude, je le mets au lit et je décide d'aller moi-même au lit un petit peu plus tôt pour rattraper mon manque de sommeil de la nuit et éviter ce qui s'est passé aujourd'hui, que je m'endorme en pleine journée. Soudain, je suis réveillé par un grand bruit venant de la cuisine. Je saute du lit et me précipite dans les escaliers, paniqué. Quand j'arrive à la cuisine, je suis horrifié. Toutes les choses sur le comptoir avaient été jetées sur le sol. Et le chien? Le ventre du chien était ouvert et bourré de bonbons, les mêmes que ceux que James mangeait plus tôt. Je regardais sans bouger, horrifié, je ne savais pas quoi faire, quand tout à coup, un bruit venant de la chambre de James, suivi de gros autres bruits. J'ai vite attrapé un couteau dans le couloir et j'ai gravi les escaliers avec la vitesse que seul un père dont l'enfant est en danger peut avoir. Je fonce à travers la porte et j'allume les lumières dans la foulée. Tout dans la chambre est renversé, jeté sur le sol. Mon pauvre fils dans son lit pleure et tremble. Une piscine d'urine sur ses draps. Je prends mon enfant et je cours hors de la maison. Je vais du côté de la maison de Tom et Linda. Heureusement, ils étaient réveillés. Ils me permirent d'utiliser leur téléphone et d'appeler la police. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils arrivent et pour que je leur explique ce qui s'est passé. À ma grande surprise, ils me regardèrent comme si j'étais fou. Ils fouillèrent la maison, mais tout ce qu'ils trouvèrent fut Fido, notre chien, mort, et nos 2 chambres saccagées. L'officier m'a dit que quelqu'un était probablement entré dans la maison et avait fait ça avant de s'enfuir, quand il m'a entendu monter l'escalier, mais je savais que ce n'était pas vrai. Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Le lendemain, j'ai gardé James à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il sorte de ma vue. Je suis allé dans le garage, j'ai trouvé son vieux moniteur pour bébé. Je lui confiai, lui demandant de crier si quelque chose arrivait dans sa chambre ce soir. Enfin, j'allais être en mesure de l'entendre. Je suis allé à la cuisine, j'ai attrapé le plus gros couteau dans le tiroir pour le mettre sur ma table de nuit. Ami imaginaire ou pas,
Je n'allais pas laisser quoi que ce soit faire du mal à mon petit garçon. Le soir est venu assez rapidement. Je mis James au lit. Il avait peur, mais je lui ai promis que je n'allais pas laisser quelque chose lui arriver. Je lui donnai un baiser et allumai la veilleuse. Avant de fermer la porte, je lui dis tout bas « Bonne nuit, James. Papa t'aime. » J'ai essayé de rester éveillé aussi longtemps que je le pouvais. Mais après quelques heures, je me suis senti à la dérive. Mon bébé serait en sécurité pour la nuit et j'avais finalement tellement besoin de dormir. Au moment où je posais ma tête sur l'oreiller, j'entendis un bruit venant du moniteur pour bébé que j'avais confié à mon fils. Au début, ça ressemblait à des interférences, comme le type qu'une radio ferait. Puis elle s'est transformée en un doux gémissement. Puis je l'ai entendu. Le rire de mon cauchemar, ce rire horrible. J'ai jailli du lit et attrapé le couteau sur mon oreiller. Je me suis précipité dans la chambre de James, laissant la porte ouverte. J'ai essayé d'allumer l'interrupteur de la lumière, mais il ne fonctionnait plus. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai pu sentir un liquide épais et chaud sur mes pieds. Soudain, la veilleuse de Jim s'allume. Je vois l'horreur absolue en face de moi. Le corps de James, cloué sur le mur. Sa poitrine était grande ouverte et ses organes pendaient au sol. Ses yeux et sa langue avaient été enlevés, en même temps que la plupart de ses dents. Puis j'ai entendu un gémissement désespéré. Il était en vie. Mon bébé était encore en vie. J'ai couru à travers la pièce et j'ai vomi sur le sol. Mais ma terreur fut interrompue par un gloussement horrible venant de derrière moi. Je me retournai, tout en essuyant la bile de ma bouche, quand sortant de l'ombre est apparu le démon, responsable de toute cette horreur. Jack, qui rit. La peau blanche, telle la neige, et les cheveux noirs emmêlés pendant jusqu'à ses épaules. Il avait des yeux blancs entourés par des anneaux sombres, son sourire tordu révélé par une rangée de dents aiguisées. Il portait un costume de clown noir et blanc avec des manches longues et des chaussettes rayées. Son corps lui-même était grotesque, ses longs bras ballant le long de sa taille et la façon dont il se tenait lui donnait un air presque squelettique comme une poupée. Il laissa échapper un rire écœurant quand pour me faire savoir qu'il était satisfait de son travail. Il se tourna ensuite lentement en face de James et se mit encore plus à rire à la vue de cette vue horrible. Ça a suffi à me secouer de ma terreur. J'ai craqué, j'ai gueulé « Éloigne-toi, salaud !» Je me suis précipité sur le monstre, en face de James, le couteau au-dessus de ma tête, et je l'ai poignardé. Mais dès que le couteau l'a transpercé, il a disparu dans un nuage de fumée noire. Le couteau est passé à travers le nuage, transperçant le cœur encore battant de mon fils, James, éclaboussant de sang chaud mon visage. Non, qu'ai-je fait? Mon bébé! J'ai tué mon bébé! Je suis immédiatement tombé sur les genoux. Je pouvais entendre les sirènes de plus en plus fort. Mon fils! La police me trouva en face de mon fils, toujours brandissant le couteau couvert du sang de mon bébé. Le procès a été bref. La folie. J'ai été placé dans une maison de fous, le Phyropoulos, où j'ai été ces 2 derniers mois. Ce n'est pas si mal ici. La seule raison pour laquelle je suis éveillé maintenant et raison pour laquelle je vous ai conté cette histoire, c'est parce qu'encore aujourd'hui, sous ma fenêtre, quelqu'un vient pour jouer Pop Goes the Weasel sous ma fenêtre. Je vais en parler
au personnel dans la journée. Il faut que ça cesse. Les contes d'habitude sont merveilleux, celui-ci ne le sera pas réellement. C'est l'histoire d'une petite fille qui, pour le jour de son anniversaire, reçoit un étrange colis. À l'intérieur de ce colis, une étrange et ancienne poupée, hideuse, effrayante, à l'aura carrément diabolique. Et oui, il s'agit de Lucie, une petite fille comme les autres. Le matin de son anniversaire, sa maman la réveille et lui annonce que le facteur a délivré un colis adressé à la petite fille. Surexcitée, l'enfant s'empresse sans ménagement de déchirer le papier d'emballage et d'ouvrir le carton. Elle pousse alors un cri strident en découvrant le contenu du paquet. C'est une vieille poupée. La plus horrible poupée que vous puissiez imaginer. La poupée est complètement chauve. Sa peau est toute craquelée et en plus recouverte de salissures. Mais le pire, ce sont ses dents, anormalement longues, pointues, gâtées, bien loin du sourire éclatant de blancheur et de pureté des poupées traditionnelles. Elle donne au jouet une allure bestiale, mauvaise. Dans un frisson d'effroi, la petite Lucie jette la vilaine poupée dans un coin de la pièce, le plus loin possible d'elle. Sa maman la réprimande sèchement. « Tu sais, la personne qui t'a envoyé ce cadeau a dû se donner beaucoup de peine pour te trouver une poupée aussi ancienne. Tu devrais être reconnaissante d'une telle attention. » finit-elle d'un ton sévère. Lucie voulut protester, mais sa mère ne voulut rien entendre. Elle força la fillette à garder le présent. Frustrée, mais bon, néanmoins obéissante, Lucie alla cacher la vilaine poupée dans un placard sous l'escalier, en prenant soin de la dissimuler derrière une grosse pile de boîtes de chaussures. « Là, au moins, je n'aurais pas à supporter la vue de cette chose immonde et diabolique, » se dit Lucie. L'esprit tranquille, la fillette put ainsi profiter du reste de la journée d'anniversaire, accompagnée du traditionnel gâteau ainsi que d'autres cadeaux beaucoup plus plaisants. La nuit même, Lucie, qui dormait profondément, fut brusquement réveillée par un étrange bruit qui provenait de l'étage inférieur. C'était comme si on traînait quelque objet sur le plancher de la maison. Toujours allongée dans son lit, la petite tendit l'oreille pour trouver l'origine du bruit, qui retentissait inlassablement depuis 5 bonnes minutes. Puis le bruit changea. On aurait dit maintenant le son de petits pas légers, rapides. Lucie était maintenant terrifiée. Tremblant de tout son corps, incapable de bouger de son lit. Depuis toute petite, elle dormait avec la porte de sa chambre ouverte, bénéficiant ainsi de la lumière du couloir qui faisait office de veilleuse. Car Lucie avait, comme bon nombre d'enfants, peur du noir. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un murmurer, dans un souffle à peine audible, d'une voix faible et rauque. « Lucie, Lucie, je suis sur la première marche. » Puis l'étrange voix se tut, et la fillette entendit le bruit caractéristique de quelqu'un qui tourne les talons, s'éloignant pour disparaître d'où il était venu. La pauvre enfant était tellement effrayée qu'elle ne put fermer l'œil de la nuit. Elle resta couchée dans son lit figée, les yeux grands ouverts jusqu'à l'aube où sa maman vint la lever pour la préparer à aller à l'école. Lucie tenta d'expliquer à sa mère ce qui lui était arrivé pendant la nuit, mais la fillette était tellement épuisée qu'elle crut sa maman quand celle-ci lui dit que ce n'était rien, qu'elle avait fait un mauvais rêve, voilà tout. Ça devait être cela, se convainquit l'enfant. Bien sûr, vous le savez tout comme moi, ce n'était pas le cas.
Lucie le sentait finalement. Elle supplia ses parents de jeter la poupée aux ordures. Mais ces derniers lui rétorquèrent qu'il s'agissait là d'un cadeau. Et un cadeau, ça ne se jette pas. Le soir venu, Lucie alla se coucher de mauvais cœur. Juste avant, afin de se rassurer, elle alla jeter un œil dans le placard, sous les escaliers, derrière les boîtes à chaussures. L'affreuse poupée était toujours là, à l'endroit même où la fillette l'avait cachée le jour précédent. Un peu rassurée, l'enfant monta se coucher tout en tentant de combattre le sommeil qui rendait ses paupières lourdes. Mais la pauvre petite fille était tellement épuisée qu'elle finit tout de même par s'endormir, exténuée. Mais la petite voix désincarnée eut au fait de la réveiller. Une nouvelle fois prise de panique, Lucie se demanda quand même si ce n'était pas son imagination qui lui jouait des tours, quand soudain elle entendit « Lucie !» Lucie, je suis sur la 4e marche. Plus aucun doute possible. Lucie ne rêvait pas. L'enfant se mit à pleurer à chaudes larmes et ne put retrouver le sommeil le restant de la nuit. Le lendemain, dans la cour de l'école, Lucie essayait d'expliquer à ses camarades ses mésaventures depuis qu'elle avait reçu cette horrible poupée. Comme il fallait s'y attendre, ses amis se moquèrent d'elle, la traitant de peureuse, de pleureuse, de menteuse et de bébé. Mais Lucie s'en moquait. Elle n'entendait déjà plus les railleries des autres enfants autour d'elle. Une seule idée lui traversait la tête. S'il a fallu à la poupée une nuit pour monter de 3 marches, cela signifie qu'il ne lui en faudra plus beaucoup pour atteindre le sommet de l'escalier. La nuit venue, Lucie prit la décision de fermer la porte de sa chambre pour la première fois depuis sa naissance. Quand sa mère voulut éteindre la lumière, elle se retourna et demanda à Lucie pour quelle raison la fillette n'avait plus peur du noir. « C'est toujours le cas, maman. Mais est-ce que je pourrais plutôt laisser la lumière dans ma chambre au lieu de dans le couloir ?»« Non, Lucie. La lumière de ta chambre est trop forte. Elle va t'empêcher de dormir. » Lucie n'eut pas d'autre choix que d'accepter, de dormir sans la lumière, mais au moins la porte fermée. Toutefois, une fois sa mère sortie, la fillette ouvrit les volets de la fenêtre pour laisser pénétrer le plus possible des faibles rayons de lune qui parvenaient de l'extérieur. Elle commençait tout juste à somnoler quand retentit le bruit et la voix apparut 3 nuits plus tôt. « Lucie, Lucie, je suis arrivé à la dernière marche. » Cette fois, la voix était claire, distincte, toute proche, dans l'obscurité de sa chambre. Elle n'était pas sûre, mais il lui semblait voir la porte s'ouvrir lentement. Très lentement. Lucie. Le lendemain matin, le corps sans vie de Lucie gisait au bas de l'escalier. On conclut que la fillette était sans doute tombée pendant la nuit pour se rendre aux toilettes. Qu'elle avait trébuché dans les escaliers, se brisant la nuque dans la chute. On retrouva la vieille poupée à côté du corps de l'enfant. Lucie et la vieille poupée furent enterrées ensemble au cimetière local. Lors de la mise en terre, personne ne trouvait les mots pour qualifier la tragédie produite. En guise d'adieu, ils lâchèrent ces quelques mots. Elle a fini par aimer cette poupée. Maintenant, elles seront ensemble pour l'éternité. Et maintenant, je n'ai d'autre choix que de vous abandonner comme je l'avais promis.
Que la nuit soit douce et que vous surviviez jusqu'à demain.